tout le monde. Soyez les bienvenus au jour 2 du camp de carrière 2025 où vous découvrirez les secrets pour partir une carrière réussie. Donc, veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Donc, afin de visionner la séance en anglais, vous pouvez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la séance anglaise. So, if you intended to join the English session, please return to the lobby and select the English session. Bon, en tant que colon qui a déménagé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, avec ma famille il y a 25 ans, je reconnais avec humilité et respect que je me trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je veux également honorer et reconnaître que nous nous connectons tous à partir de nombreux endroits situés sur d'autres territoires traditionnels des Premières Nations et des Inuits, qui sont des gardiens de cette terre depuis des temps immémoriaux et de la patrie de la nation métisse. Nous souhaitons honorer et reconnaître le lien avec la terre que nous vivons et dont nous bénéficions. Donc, dans un esprit de réconciliation, nous nous engageons à apprendre, à comprendre et à respecter l'histoire, la culture et les contributions des peuples autochtones du Canada. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Donc, au fur et à mesure que nous progressons dans la séance aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses en bas dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter sur les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou le thumbs up. Comme toutes les sessions du Réseau des jeunes, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements à une date ultérieure. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une autre façon d'apprendre, une série de balados des sessions du camp de carrière. Donc, après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Donc, je me présente, bonjour, je m'appelle Jennifer et je serai votre modératrice durant cette séance. Moi, je suis une femme caucasienne, j'ai des longs cheveux bruns et violets et je porte des lunettes. Euh, je crois qu'on va commencer avec quelques questions de sondage rapide. C'est un test, c'est pas obligatoire et on va vous poser des questions. La question, en effet, c'est, vous êtes-vous créé un profil LinkedIn? Vous avez comme réponse, oui, j'utilise activement LinkedIn. Oui, j'ai un profil, mais je n'en ai rien fait. Non, mais j'aimerais le faire. Et non, je n'utilise pas les réseaux sociaux. Donc, on vous donnera un moment pour répondre à la question. Pendant que vous répondez à la question, je vais maintenant vous présenter les panélistes que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous avons Melanie Copeland, qui est la directrice de la transformation numérique aux relations couronne autochtone et affaires du Nord-Canada. Nous avons aussi Liz Bailey, qui est conseillère en ressources humaines à la Commission de la fonction publique du Canada. Et finalement, nous avons aussi Kevin Lunyanga, qui est directeur adjoint dans l'équipe des droits de la personne, liberté et inclusion au ministère d'Affaires mondiales Canada. Ils se présenteront un petit peu plus et ils décriront un peu plus loin dans notre séance. Donc, euh, on peut, si on veut retourner aux résultats de la séance, des questions, ou on va commencer actuellement, voici les réponses. Donc, il y a une bonne division. Presque une demi des gens, 42%, utilisent activement LinkedIn. Environ 45% ont un profil, mais ils ne font rien avec leur profil. Et 10% qui aimeraient le faire et un 2 pourcentage qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc, on espère que durant la séance aujourd'hui, vous allez tous avoir de nouvelles informations et trouver quelque chose pour vous
inspiré de travailler sur votre profil. Donc, les objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui sont sur l'écran pour vous. Et ce qu'on va faire, c'est que on va les présenter. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut créer un personnage, un personnage numérique? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, on va discuter comment créer ou affiner un profil LinkedIn. On va parler des évidences de vos réalisations et compétences et comment adapter au rôle de la fonction publique. On va discuter un peu sur comment élaborer des stratégies sur la manière d'utiliser LinkedIn pour le réseautage professionnel à long terme et pour le développement de votre carrière. Et on va aussi discuter comment obtenir des informations de la part d'une variété de panélistes qu'on voit ici, Mélanie, Liz et Kevin. Et on va obtenir des informations de la part d'une variété de panélistes pour améliorer et construire des marques professionnelles. Donc, prochaine diapo. On va commencer à parler pourquoi votre persona numérique est-il important. Donc, il y a trois gros points pour ceci. Le premier, c'est que votre visibilité est portée. Donc, une personnalité numérique qui est bien conçue améliore la visibilité d'une personne en ligne, ce qui lui permet d'atteindre un public plus large. Cela peut conduire à des nouvelles opportunités professionnelles, à des collaborations et à des perspectives de mise en réseau, augmentant ainsi le potentiel de croissance de la carrière. Aussi, la crédibilité et expertise est importante. Donc, la mise en valeur constante de l'expertise, des compétences et du leadership éclairé sur la plateforme numérique, comme LinkedIn, les blogs ou les médias sociaux, ça contribue à établir la crédibilité. Donc, une personnalité numérique forte positionne quelqu'un comme un professionnel de confiance dans son domaine. Et enfin, aussi, c'est la cohérence de la marque personnelle. Donc, une personnalité numérique cohérente sur différentes plateformes garantit que l'image professionnelle d'une personne correspond à ses valeurs, à ses objectifs de carrière et au type de travail qu'elle souhaite attirer. Donc, elle renforce les atouts uniques à l'aide de se différencier des autres dans son secteur d'activité. Donc, maintenant, on va passer la parole. Merci. Alors, pourquoi LinkedIn est-il utile au gouvernement du Canada? Alors, juste pour donner un peu de background sur LinkedIn, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas aussi familiers avec le site web, c'était lancé en décembre 2000, en mai 2003. Alors, avec l'objectif principal, c'était de fournir une plateforme de réseautage professionnel connectant les individus et les entreprises du monde entier. Alors, le réseautage professionnel euh, avec le LinkedIn, c'est pour vous aider à construire et à entretenir les réseaux. Euh, mon souris ne fonctionne plus. OK. Alors, par exemple, ça peut vous aider à maintenir et de garder en contact avec ceux et celles que vous rencontrez par, pendant votre carrière et à certains événements comme celle-ci ou si vous faites des autres événements de réseautage. Euh, Par exemple, je fais, avec la Commission de la fonction publique, je fais beaucoup d'événements avec différents partenariats l'interne et à l'externe du gouvernement, comme des, euh, des foires de carrière. Alors, je rencontre plusieurs personnes et c'est toujours bon de de garder contact avec eux. Euh, il y a aussi des groupes, des pages informelles ou non officielles qui partagent l'information sur des différentes opportunités d'emploi au gouvernement. Et des fois, des gestionnaires utilisent cette plateforme pour partager des avis d'intérêt ou pour partager les liens directs au site web de Emploi GC pour des postes ou pour des annonces qui sont actives. Alors, au fil du temps, LinkedIn a élargi ses services pour inclure le partage du contenu, des outils de recrutement, l'apprentissage en ligne. Par exemple,
à l'action du gouvernement, vous pouvez trouver des annonces. Normalement, avec nos opportunités d'emploi dans le gouvernement, c'est normalement, comme j'ai mentionné, sur le site web d'Emploi GC. Mais quand même, il y a beaucoup de gestionnaires qui vont partager le lien direct à l'annonce. Alors, c'est une bonne opportunité de prendre avantage parce que je pense que tout le monde ici a déjà utilisé le site web d'Emploi GC. Je pense aujourd'hui, quand j'ai regardé ce matin, il y avait 500 plus de différentes opportunités et des fois même avec les options pour euh, sélectionner comme un lieu d'emploi ou même un ministère, il y a quand même beaucoup d'annonces pour filtrer. Alors, quand vous partagez l'information avec des personnes, quand vous connectez avec des gestionnaires ou d'autres fonctionnaires sur LinkedIn, ça peut être un peu plus précis à vos intérêts. Je sais que je vois toujours mes collègues qui partagent certaines opportunités, puis c'est normalement relié en ressources humaines, alors c'est un peu plus facile pour moi. Comme je suis contente dans ma job, mais alors je ne regarde pas nécessairement, mais comme en étant dans le RH, si c'était quelque chose que je voudrais considérer, c'est plus facile de trouver certaines opportunités parce que je suis ou je connecte avec beaucoup de personnes en RH. Juste par exemple. Euh, Comme j'ai mentionné, ça vous permet à tous les employés du gouvernement du Canada d'entrer en contact. Des fois, on connecte avec quelqu'un dans un événement et on ne veut pas nécessairement le trouver sur GEDS ou quelque chose comme ça. Alors, c'est plus facile de connecter avec eux, de voir ce qu'ils font dans leurs emplois de jour à jour. Ça ça mettra en valeur les compétences et des réalisations. Alors, les employés peuvent utiliser le LinkedIn pour mettre en valeur leurs compétences, leurs certifications et leurs réalisations professionnelles. Et ça vous aide à améliorer votre visibilité et pour ouvrir des portes de nouveaux projets. Alors, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de personnes qui utilisent LinkedIn comme les gestionnaires pour partager d'informations. Moi, j'ai trouvé une opportunité avec étudiant GC, par exemple, pour un des postes qui était volontaire. Mais ça, c'est juste un exemple dans ma vie personnelle où j'ai utilisé LinkedIn, puis j'ai vu, je pense que c'était Joshua qui a partagé cette information actuellement. Alors, c'est quelque chose qui peut ouvrir la porte pas seulement à des opportunités d'emploi, mais aussi à des projets ou comme non, c'est quoi le mot que je pense? Des micro-assignments. Désolée, j'oublie le mot en français. Euh, ou quelque chose de similaire. Et ça vous donne accès aux tendances, aux possibilités d'apprentissage. Alors, je sais que CDC est vraiment actif sur LinkedIn. Alors, c'est vraiment facile de voir tous des événements. Un autre exemple, j'ai trouvé un événement avec un des universités dans la région Atlantique. J'avais pas reçu de courriel de l'école, alors c'était très utile pour moi dans dans mon job de trouver cet événement sur LinkedIn et j'avais l'opportunité de leur envoyer un courriel et dire, oh, on est très intéressé à participer à cet événement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez l'espace? Et s'il vous plaît, m'inclure dans les courriels futurs pour différents événements similaires à celles que vous avez mis sur LinkedIn. Alors, il y a une multitude de tendances sectorielles, d'apprentissage en ligne, de leadership éclairé. Alors, c'est pas seulement nécessairement pour des opportunités d'emploi, mais comme j'ai mentionné, beaucoup d'informations pour le développement professionnel ou même juste quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez apprendre, ou si c'est relié à votre communauté. Euh, je suis connectée avec beaucoup d'organisations de sport parce que c'est très important pour moi. Je ne travaille pas dans ce secteur, mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui arrive dans ma communauté aussi avec ces organisations. Par exemple, Halifax Tides, c'est la nouvelle équipe de soccer professionnelle ici pour le soccer féminin. Alors, je leur suis comme je travaille pas, je joue pas
ben, je joue pas le soccer à ce niveau, mais c'est très intéressant de quand même de voir comme ce qui arrive, ce qu'ils font. Alors, c'est vraiment comme un catch-all avec l'opportunité reliée à le développement professionnel. Et ainsi que les autres plateformes de médias sociaux ont perdu en popularité, les employés au GC sont tournés vers LinkedIn parce que c'est un espace vraiment pour se connecter dans un espace professionnel au moins et moins comme socio-personnel. Prochaine diapo. Merci beaucoup, Liz. Donc, juste rapidement, on va aller peut-être partager quelques considérations lors de l'usage de LinkedIn. Pour vous donner un peu de contexte, puis je vais vous donner un peu mon expérience personnelle parce que je travaille à Affaires mondiales Canada au sein de l'équipe de droits de la personne, inclusion et liberté. Et spécifiquement, j'ai un portfolio hyper intéressant parce que je travaille avec l'envoyée spéciale canadienne pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. C'est un peu compliqué, ça prend beaucoup d'énergie pour dire ça à chaque fois, mais c'est un travail super intéressant où est-ce que j'ai l'opportunité de soutenir une ancienne diplomate canadienne qui a été nommée par le premier ministre et effectivement, je m'occupe de tout ce qui a à faire avec le niveau international de son mandat. Donc, par exemple, demain, je vais voyager avec elle pour aller en Pologne pour la commémoration de la 80e anniversaire de la libération de Auschwitz-Birkenau et le premier ministre sera là aussi. Donc, effectivement, mon rôle est très intéressant parce que on va avoir des survivants de l'Holocauste canadien qui vont aller voyager avec nous et c'est moi qui fais un peu la liaison avec eux. Je rédige les notes pour la rencontre entre le premier ministre et puis les survivants de l'Holocauste, etc. Donc, un travail super intéressant. Et donc, je vais utiliser un peu mon expérience personnelle pour expliquer, vous donner des exemples concrets avec les 4 points que nous avons ici devant notre écran. Donc, numéro 1, sur LinkedIn, on vous encourage fortement de ne pas enfreindre le code de valeur d'éthique. Donc, dans mon cas, par exemple, mon rôle est un peu politique dans le sens que des fois, le gouvernement va prendre une décision qui va affecter ou impacter mon dossier. Donc, être neutre est une chose très importante et ça fait partie de le code des valeurs et d'éthique. Donc, c'est important que je ne vais pas sur LinkedIn et puis que je partage mes pensées ou que je critique le gouvernement parce que ça démontre un manque de jugement dans la catégorie de neutralité qui fait partie du code des valeurs d'éthique. Numéro 2, c'est ne pas brouiller les lignes personnelles et professionnelles. Effectivement, dans mon cas, je travaille avec une envoyée spéciale, c'est une ancienne ambassadrice, puis il y a beaucoup de pression. Donc, disons que j'ai une mauvaise journée, puis je veux me plaindre je sais pas, de quelque chose qu'elle a dit ou fait. Ça serait pas très approprié d'aller sur LinkedIn et le faire. Donc, juste garder un peu les lignes professionnelles et personnelles très, très clairement identifiées. Numéro 3, c'est de ne pas divulguer trop de détails sensibles. Donc, dans mon cas, il faut une code de sécurité secrète pour faire mon travail. Donc, effectivement, tout ce que je touche qui est un peu secret ne devrait pas être partagé ou sensible. Il faut vraiment faire attention de garder ça en tête. Et numéro 3, ne pas ignorer les paramètres de la confidentialité. Et ça s'applique, je pense, pour presque tous les réseaux sociaux. Mais faites attention, je pense, avec LinkedIn, parce qu'effectivement, c'est votre réseau professionnel. Et donc, s'il y a des enjeux dans ce contexte, ça peut avoir plus d'impact. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quelques trucs ou quelques pratiques qu'on vous encourage de faire lorsque vous utilisez LinkedIn. Numéro 1, bien sûr, une photo professionnelle et un titre convaincant. Et je dis ça parce qu'il y a quelques personnes qui vont juste mettre, par exemple, Affaires mondiales Canada, mais ils vont pas préciser dans quelle direction générale ou quelle division. Je trouve que c'est très important d'être aussi précis que possible parce qu'en fait, ça te permet de connecter avec plus de gens qui cherchent vraiment à soit travailler dans ton milieu ou chercher des gens avec ton expérience. Numéro 2, interagissez en aimant, en commentant et en partageant des contenus intéressants. Je trouve que c'est très important. En fait, sur plusieurs réseaux sociaux, il y a des gens par exemple, sur Instagram, tu regardes aux stories de tes amis, tu regardes, mais tu n'interagis pas. Un peu un concept similaire
important de commenter, de aimer, etc. sur LinkedIn parce qu'en fait, ça laisse voir à ton réseau ce que tu fais, ce qui est intéressant et ça aussi crée plus de connexions en fait de cette manière. Donc, c'est un indice, je pense, un astuce très important. Numéro 3, établissez des connexions stratégiques. Donc, pensez qui dans mon réseau peut avoir quelque chose à m'offrir ou à qui est-ce que je peux offrir quelque chose aussi. Donc, dans mon cas, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils veulent éventuellement travailler dans le ministère des Affaires étrangères ou rentrer dans la diplomatie. Mais alors, je trouve que c'est un moyen de leur donner un peu d'informations, mais en même temps, pour moi, c'est une question de voir qui travaille dans des secteurs intéressants pour moi et comment est-ce que je peux m'assurer de m'engager avec eux. Et dernièrement, publier des idées ou des réalisations qui mettent en valeur votre marque professionnelle. Donc, dans ce cas, je dirais qu'il y a deux approches principales que tu peux prendre sur LinkedIn. La première, c'est que tu partages beaucoup ou souvent, mais ce que tu partages, c'est vraiment pour aider les autres. Donc, par exemple, si je décide de partager à chaque fois que je vois un post disponible à Affaires mondiales Canada sur mon réseau, en fait, les gens vont apprécier ça parce que ceux qui cherchent à rentrer dans le ministère vont savoir qu'ils peuvent trouver des informations à travers de mon LinkedIn. OK? Donc, c'est quelque chose que tu publies pour aider les autres. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est que tu publies pour démontrer ce que tu fais de ta vie personnelle, de ta vie professionnelle. Donc, dans mon cas, par exemple, vendredi passé, j'ai donné un discours à un événement avec l'ambassade de la Suède et l'Haut commissariat du Royaume-Uni. Donc, j'étais là en train de parler. Donc, j'ai pris une photo, ben, quelqu'un a pris une photo de moi et j'ai publié ça sur mon LinkedIn pour dire, vendredi, j'ai participé à un événement, j'ai donné des commentaires au nom de Affaires mondiales Canada et les gens trouvent ça intéressant de voir le genre de travail que tu fais, spécifiquement si ils sont intéressés dans ton domaine. Donc, quelques petites astuces à garder en tête lorsque vous utilisez LinkedIn. Merci beaucoup et prochaine diapo. C'est à mon tour. Merci beaucoup, Kevin. Vraiment, merci de nous partager ce qui est une fabuleuse carrière dans la fonction publique. Je dois dire que le plus loin que je voyage, c'est peut-être à Canada. Donc, moi, je vais parler un peu de comment commencer. Pour moi, j'avais vraiment commencé, c'est quoi, 2017, quand je voyais des gens à Transport Canada qui parlaient ouvertement de leur travail sur les médias sociaux. C'était Twitter dans le temps, et LinkedIn. Donc, comme Kevin l'a mentionné, vous voulez suivre les meilleures pratiques. Pour moi, je me suis payée une petite traite. Puis quand j'ai obtenu mon poste de directrice à Cernac, j'ai fait comme un legit photo shoot. Puis c'était un peu pour célébrer mon accomplissement. Mais ça fait une différence quand que vous mettez une belle photo sur LinkedIn. Des fois, je joue avec les messages que je mets sur LinkedIn aussi en termes de mon profil. Je vais célébrer les moments importants pendant l'année pour souligner différents événements. J'essaie le plus de possible de le faire bilingue. Des fois, je vais célébrer un autre succès personnel. Alors, rendez-le clair, comme pourquoi est-ce que les gens devraient se connecter avec vous. Il y a des gens qui vont mettre leur background comme vraiment flashy aussi. Ça, c'est une façon d'attirer de l'attention, que ce soit rose ou comme jaune. Vous voulez déterminer votre objectif. Puis pour moi, ça a vraiment évolué et changé. Puis je dois dire, au début, c'était vraiment de trouver ma voie. Puis être sur LinkedIn, puis Twitter dans le temps, c'était ma façon de communiquer mes idées directement à un plus grand public. Des fois, à certains moments de notre carrière, on se sent un peu dans une bulle, on se sent peut-être pris dans la grosse machine du gouvernement. Donc, pour moi, c'était une façon de faire entendre mes idées, de démontrer mon travail, mes compétences. J'ai aussi utilisé LinkedIn à plusieurs reprises pour aller chercher des nouveaux postes. En fait, j'ai eu mes deux derniers postes avec EDSC et avec Cernac grâce aux médias sociaux. Donc, ça vous démontre vraiment le potentiel et la puissance. C'est facile, disons que vous voulez agrandir votre réseau, puis des fois, c'est un peu contagieux quand on commence à gagner de la popularité.
Des fois, on peut se trouver à en vouloir encore plus. Puis comme Kevin l'a mentionné, c'est super important de revenir aux valeurs, aux éthiques, au code de la fonction publique. Même, tu sais, si vous le faites dans votre temps personnel, vous êtes quand même une extension de la fonction publique. Puis c'est vraiment facile d'approcher la ligne ou même de dépasser la ligne. Donc, je vous encourage fortement d'y réfléchir un peu avant de poster. Puis on apprend tous de nos expériences et des différents messages qu'on poste. Le plus que possible, j'essaie de le rendre positif, constructif et j'essaie de célébrer le succès des autres. Euh, Vous voulez consacrer du temps, c'est pas évident. Puis on n'a pas besoin d'aller grosso modo. Ça n'a pas besoin d'être, j'ai besoin d'écrire un article à chaque jour. Moi, ça avait commencé pendant la pandémie, puis j'avais trouvé un temps opportun pour moi. C'était tôt le matin avant que les enfants se lèvent debout. Puis je commençais ma journée avec des choses qui étaient juste pour moi puis mon avancement de carrière. C'était pas nécessairement de regarder des courriels de travail ou de se rattraper. C'était vraiment pour moi. Mettre à jour mon CV ou trouver un article vraiment intéressant et de partager mes commentaires sur LinkedIn. Donc, ça, c'est le rythme que j'ai trouvé. C'est certain que dépendant de comment on est occupé dans notre vie personnelle et notre carrière, on a plus ou moins de temps à poster ou à planifier. Donc, il y a certains outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à planifier de l'avance. Il y a Hootsuite qui est un exemple. J'avais vu un autre, comme de raison, ma souris ne veut pas fonctionner non plus. Euh, Hootsuite et Buffer. Quand j'utilisais ou j'expérimentais avec Instagram pendant mon congé de maternité, j'utilisais un outil comme ça. Pour moi, personnellement, avec LinkedIn, j'attends qu'un moment m'inspire. Puis j'écris mon article dans ce moment-là. Ou j'attends comme au lendemain matin quand j'ai mon heure à moi toute seule de préparer quelque chose, mais je vais le poster immédiatement. Pour moi, c'est juste quelque chose qui semble fonctionner. Pour d'autres personnes, tu veux peut-être planifier de l'avance pour, comme j'ai mentionné, célébrer des moments importants pendant l'année. C'est bon de se créer une banque d'articles. Comme ça, on ne se sent pas comme on doit toujours se rattraper. C'est tout pour moi. Je vais passer à la prochaine diapo. Donc, merci à vous. Nous allons maintenant passer à la période de questions du public. Donc, il y a déjà encore des questions, mais si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez le poser en utilisant la fenêtre de questions Q&A, questions et réponses. Et vous pouvez aussi voter pour les questions pour voir si c'est déjà demandé comme ça. On va aller en avant avec les questions un petit peu les plus populaires. Donc, on va vous demander aux panélistes ici de répondre aux questions le plus rapidement que possible parce que nous voulons vraiment couvrir davantage le sujet. Donc, je vais commencer avec toi, Mélanie, parce que tu fais le dernier, tu es sur mon écran. Je vais poser la première question à vous. Et si les autres panélistes veulent ajouter des commentaires, vous pouvez sauter dessus aussi. Mais nous allons rester dans le vif du sujet. Et aussi, comme on avait dit avant, tous les ressources qui sont mentionnées vont être partagées sur notre page Wiki après l'événement. Donc, on va commencer, Mélanie, avec la première question. Donc, on demande, existe-t-il des modèles de profil numérique comme il y en a pour les CV? Et si oui, lequel ou lesquels sont populaires avec les recruteurs du gouvernement du Canada? Très, très, très bonne question. Euh, Je ne sais pas s'il y a de modèles, je suis certaine que vous pouvez en trouver. Moi, j'essaie d'identifier des gens ou des profils qui m'inspirent. Euh, il y a des composantes qui m'attirent un peu plus. Comme j'ai dit, comme une photo profil vraiment claire. Mais j'aime ça savoir pour qui vous travaillez et c'est quoi votre rôle. Puis qu'est-ce qui vous intéresse? Peut-être que vous êtes comme un data geek. Je veux savoir ces détails-là.
L'autre chose que je suggérais en termes de gabarit, ça serait aller chercher les détails pertinents dans votre CV. Assurez-vous que c'est dans votre LinkedIn. Donc, si moi, je cherche à embaucher des candidats, je vais regarder, OK, sont un employé permanent pour EDSC, sont un analyste, ils ont 5 ans d'expérience, puis je peux voir les derniers emplois qu'ils ont eus. Pour moi, ça, c'est de l'information pertinente qui me donne assez pour aller taper sur leur porte. C'est... Donc, je vais poser la prochaine question à Karen. Donc, si nous choisissons de présenter notre profil en français seulement, est-ce que ça va diminuer ou augmenter nos chances de succès auprès des recruteurs du gouvernement du Canada? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne question. Je dirais que effectivement, c'est toujours un atout d'être complètement bilingue. Donc, si vous choisissez de présenter votre profil entièrement en français, je dirais que ça serait important de mettre quelque part où est-ce que c'est assez visible que vous êtes en fait bilingue. Je pense que ça aide souvent. Puis, effectivement, c'est un atout que tout le monde cherche. Euh, on s'entend aussi, bien sûr, que généralement, ça dépend aussi, je dirais, du genre de travail que tu cherches ou du ministère qui t'intéresse. Euh, je dirais que si tu cherches comme un travail dans une région, genre à Québec, à Montréal, etc., ça serait un avantage de démontrer un profil en français. Dans une région plutôt anglophone, où est-ce que les postes sont généralement uniquement anglais, donc Alberta, Colombie-Britannique, etc., ça fait plus de sens d'avoir ça en anglais. Donc, il y a quelques facteurs, bien sûr, mais je dirais grosso modo que ça ne devrait pas être un souci. Juste assurez-vous que vous avez dans votre profil quelque part qui dit clairement que vous êtes en fait bilingue. Merci. Liz, je vais sauter à vous. Donc, selon vous, quelles sont les erreurs les plus courantes sur LinkedIn et comment est-ce qu'on pourrait les éviter? Ça, c'est une bonne question. Je trouve que des fois, il y a certains profils, euh, si vous n'êtes pas familier avec LinkedIn, il y a toujours comme un petit blurb au début de votre profil qui indique certaines compétences que vous avez. Et des fois, des personnes sont peut-être un peu trop créatifs, alors c'est un peu plus difficile de déterminer comme quoi ce qui les intéresse, c'est quoi euh, leur capacité le plus euh, utilisée ou euh, quels sont les différentes critères de mérite, par exemple, comme vos capacités ou vos intérêts dans l'analyse ou quelque chose comme ça. Des fois, il y a certaines personnes qui essayent d'être un peu plus trop créatifs avec les mots qu'ils utilisent. Alors, c'est dans cette comme première vue, c'est un peu ça crée de la confusion. C'est comme, oh, OK. Alors, ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? euh, qu'est-ce que vous avez qui est relié à mon opportunité ou quelque chose comme ça. Alors, c'est bien d'être créatif. Il y a certainement comme un ligne où ça devient un peu trop vague. Euh, et un gestionnaire va peut-être le lire, votre profil, et être, oh, j'ai aucune idée de ce que vous faites, ce qui vous intéresse. Alors, euh, c'est important euh, des fois d'être clair avec ce qui vous intéresse. Mais il y a certainement, comme j'ai mentionné, une ligne où des fois, si vous êtes trop créatif, vous utilisez beaucoup de mots, vous pouvez perdre votre spécialité. Alors, je trouve que c'est vraiment utile, um, spécialement like, au gouvernement. On a beaucoup de postes spécialisés. Alors, c'est bon que vous êtes intéressé au leadership, mais le leadership en quoi? Est-ce que vous êtes un spécialiste en sciences? Est-ce que vous êtes intéressé dans les politiques, en RH? Alors, trouver comme cette équilibrité entre être clair et créatif en même moment est vraiment utile.
Je voulais juste Et ajouter, je suis complètement d'accord avec les commentaires à Liz. Euh, c'est soulageant de t'entendre le communiquer parce que je trouve que c'est une barrière pour moi aussi. Quand je regarde des profils ou quelqu'un m'envoie leur profil, tu sais, je ne suis pas une personne qui est bonne Je ne suis pas poète. Donc, des fois, quand c'est un peu trop vague, c'est difficile pour moi à comprendre pourquoi est-ce que je vous embaucherais, qu'est-ce que vous cherchez. Donc, je voulais juste un peu renforcer votre point et donner un petit applaudissement. Si je me permets aussi, juste pour... je suis complètement d'accord avec ce que Liz a dit, aussi ce que Mélanie a dit. En tant que gestionnaire, je reçois assez de messages sur LinkedIn, des gens qui sont intéressés, qui veulent travailler à part mondiale. Et je dirais que, comme Liz a mentionné, les gens, des fois, ça manque un peu de créativité dans leur message. Puis, je le reçois et ça, c'est clair qu'ils ont envoyé ça à comme 50 personnes, tu vois. Donc, si vous voulez vraiment viser quelqu'un, je vous encourage de prendre du temps, de réfléchir un peu, de créer un message personnalisé. Et rappelez-vous aussi que ça prend, que c'est quand même du travail sur le gestionnaire de vous rencontrer et tout. Donc, pensez aussi quand vous rencontrez la personne, qu'est-ce que j'ai à offrir ou qu'est-ce que je peux aussi partager avec la personne qui me fait intéressant ou qui me rend unique. Pensez un peu, réfléchissez à ça avant de rencontrer le gestionnaire parce que, en fait, on reçoit beaucoup de demandes et de messages. Donc, si vous avez quelque chose d'intéressant, d'unique, d'une perspective particulière, je trouve que ça nous permet un peu de nous rappeler de vous et puis de vouloir un peu plus continuer le dialogue. merci. Donc là, je vais lancer la prochaine question, puis n'importe où entre les trois, vous pouvez sauter pour répondre. Euh, quelqu'un demande, la personne vient de commencer à utiliser LinkedIn. Quelle est la première chose sur laquelle cette personne devrait se concentrer pour que leur profil se démarque? J'ai quelques suggestions. Euh, donc, assurez-vous, comme je l'ai mentionné, que c'est vraiment clair, c'est quoi votre rôle courant et c'est quoi vos dernières expériences. Mais si vous voulez commencer à vous démarquer ou à vous connecter aux bonnes personnes, premièrement, ajoutez tout le monde dans votre organigramme. Si vous désirez établir des connexions dans votre ministère fourrant, mais s'il y a un prochain emploi ou un ministère qui vous intéresse, qu'est-ce que moi je fais? C'est je vais chercher l'organigramme de cette nouvelle organisation et je commence à ajouter les hauts dirigeants ou les personnes que j'aimerais genre rentrer en contact ou même les gens que j'aimerais qui entendent mes idées. Donc, disons que ça m'intéresse vraiment d'aller travailler pour Kevin à GAC. Je vais aller chercher un peu c'est qui les autres dirigeants à GAC. Je vais les ajouter, puis comme ça, je sais qu'ils vont voir quand je poste des messages ou des idées. Je sais qu'ils vont voir mon message. Donc, moi, pour moi, c'est ma façon de surpasser un peu la hiérarchie. C'est pas mal profitable. Vas-y, Liz. Ouais, je voulais juste ajouter comme quelque chose petit. Avec le LinkedIn, vous pouvez voir qui est connecté avec les autres personnes et je trouve que c'est, ben, dans mon expérience, si moi je vois, si quelqu'un me demande de connecter et je vois le nom de quelqu'un que je connais, ça va vraiment me, euh, me motiver à de connecter avec eux aussi. Alors, comme Mélanie a mentionné, à connecter avec ceux et celles dans votre organisation. Et je sais que c'est pas mal commun pour bouger de ministère. Alors, j'ai reconnecté avec des connexions d'environnement et changement climatique à ma première ministère où j'étais étudiante et j'ai fait à ma première 3 années dans la fonction publique. Et avec ces connexions, c'est comme, oh, j'ai des connexions en commun avec cette personne. Alors, je vais les suivre. Et si quelqu'un me demande à faire connexion et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées entre nous deux, je suis comme, oh,
je, peut-être je ne les connecte pas directement, mais je vais connecter avec eux quand même parce qu'ils connaissent mon, mon gestionnaire ou ma collègue ou, oh, il connaît la personne que je travaillais à environnement avec ou quelque chose comme ça. Alors, c'est plus facile d'agrandir votre profil quand vous faites ces connexions, même si c'est peut-être quelqu'un que vous avez parlé ou connecté avec 3, 4 ans passés. Euh, mais pour moi, dans mon expérience, comme si je vois qu'on a des connexions en commun, c'est comme, oh oui, je vais vous accepter. Comparé à comme si on a aucun, si on a comme aucun connexion, je serais comme, c'est quoi? Qui êtes-vous? Est-ce que j'ai vraiment vous rencontré à un événement, quelque chose? Alors, ça me donne un peu plus de pause si on n'a aucun de connexion en commun. Comment est-ce qu'on se connaît? Donc, la prochaine question. Il y a beaucoup de bonnes questions. Continuez à les poser. Continuez à cliquer sur le pouce pour s'il y a des questions que vous voulez vraiment avoir posées. Donc, la prochaine question à vous trois, c'est selon vos expériences, est-ce que les recommandations LinkedIn étaient un facteur déterminant dans votre choix de candidat en tant que recruteur ou dans votre choix d'employeur en tant que candidat? Donc, est-ce que ça vous est arrivé? Quelqu'un, oui ou non? Je peux répondre à cette question. Pour être honnête avec vous, je dirais que ce n'est pas forcément une grande priorité pour moi, une recommandation LinkedIn. Et le point que j'essaie de faire, c'est que oui, le réseautage sur LinkedIn est important, mais quand même, n'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est le réseautage en personne. Et puis, les gens qui sont capables qui vous connaissent directement et qui peuvent prendre le téléphone et appeler quelqu'un pour leur dire, hey, il faut embaucher cette personne. Donc, dans un ministère comme GAC ou Affaires mondiales, ça, c'est numéro un, en fait. C'est quand quelqu'un t'écrit sur LinkedIn, la première chose que tu vas faire, c'est appeler le gestionnaire ou quelqu'un qui le connaît en personne pour voir, hey, dites-moi un peu informellement c'est quoi l'histoire avec cette personne, etc. Donc, assurez-vous de, oui, bâtir votre profil en ligne, mais aussi de travailler sur votre réputation en personne, de faire du bon travail, de créer des liens en vrai, parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est plus important que des recommandations sur LinkedIn, etc. Merci. Je vais poser cette question. C'est un petit peu relié à une des questions précédentes, mais quelqu'un demande que si nous sommes bilingues et que dans notre domaine, il y a beaucoup de contenu en anglais, est-ce qu'il serait mieux de créer notre profil en anglais ou est-ce qu'il est possible de faire dans les deux langues? Et quelle est votre recommandation sur les publications? Est-ce qu'on va en anglais, français, les deux? L'espace pour taper est limité. C'est la même chose sur Twitter. Donc, moi, pour l'instant, je crois que c'est en anglais. Comme Kevin l'a mentionné, j'ai une petite ligne qui dit Je suis fière franco-ontarienne pour que les gens sachent que je parle aussi en français. Si je fais, si, si je parle d'un succès ou je fais une annonce ou j'informe les gens qu'il y a un événement qui s'en vient, je m'assure que c'est toujours bilingue. Euh, Rarement que je vais écrire seulement quelque chose en anglais. Peut-être si j'ai participé à une conférence américaine et c'était juste en anglais, je vais le partager en anglais. Mais si je fais la promotion de quelque chose par rapport au gouvernement, c'est toujours bilingue. Je le fais du même style que les courriels que vous voyez à l'interne qui dit le français suit ou English follows. Je vais le faire pareil, pareil, pareil. Je vais ajouter une belle image et le texte sera bilingue avec des liens au site anglais-français. Bon conseil. Vas-y, Liz. Ouais, je voulais juste ajouter que je sais que Kevin l'a déjà mentionné dans la première question, mais je trouve que ça dépend aussi de votre région. Alors, moi, je suis ici à la Nouvelle-Écosse. Alors, la majorité des personnes que je suis sur LinkedIn, les organisations sont anglophones. Alors, pour moi, c'est un peu comme, je dirais comme 70% en anglais et 30% en français. Et je, la façon que j'utilise LinkedIn, c'est plutôt de
je reposte beaucoup de choses. Alors, avec les organisations, les ministères, normalement, ils ont un page en français, un page en anglais, ou ils font comme un post anglais seulement, une post en français seulement. Alors, j'essaie de partager les deux. Mais ça dépend aussi de le contenu. Si je parle de l'Université de Moncton, ça va probablement être en français. Si je partage quelque chose, l'information à Saint Francis Xavier University ici, je pense qu'il y a aucun, aucun francophone. Il y a probablement un ou deux, mais la majorité des étudiants à cette université sont anglophones. Alors, pour la région atlantique spécifique, et je sais Alberta, par exemple, ou la Colombie-Britannique sont d'autres exemples, euh, je fais la majorité de mes posts en anglais et des fois, j'inclus le français aussi. Mais je sais juste avec la région, la majorité des personnes ici parlent en, en anglais. Alors, pour moi, c'est moins commun de trouver les francophones, de partager l'information qui sont reliées à eux. Mais je toujours essaie de partager si l'opportunité est là. Comme plus récemment, je pense que la page de la communication, wow, la CFP, ils ont partagé quelque chose à propos de notre présidente. Alors, j'ai partagé en anglais et français. Mais des fois, la majorité est en anglais. Ça fait du sens. Ça dépend sur le contenu et le but du post ou l'information dont vous partagez. Donc, c'est des bons astuces. Prochaine question. Donc, est-ce que les certifications obtenues via LinkedIn sont reconnues au sein du gouvernement du Canada? Donc, c'est une question un petit peu plus pointée, un petit peu plus technique. Est-ce que quelqu'un entre vous avait la réponse? Ça, je suis pas certaine, mais je le vois pas négativement non plus. Comme je vais pas nécessairement prendre une certification LinkedIn comme quelque chose d'officiel, comme ah, cette personne est clairement expert en gestion de projet ou design thinking. Par contre, si tu prends des cours sur LinkedIn Learning, je trouve ça fantastique. Ça montre un intérêt dans l'apprentissage continu. On avait un collègue à EDSC qui avait pris tous les cours de design thinking, il avait pris des cours sur l'intelligence artificielle. C'était vraiment devenu notre expert, notre guide. Donc, ça peut avoir beaucoup de valeur pour l'organisation. Ouais, je dirais que je suis complètement d'accord avec Mélanie. C'est comme si je vois ça sur un CV, c'est pas forcément quelque chose un grand atout. C'est peut-être bien à voir, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment le caractère de la personne. Franchement, c'est est-ce que je peux travailler avec cette personne? Est-ce que la personne est agréable? Il y a beaucoup de gens qui ont plein de certifications, qui ont plein de diplômes d'éducation, mais en fait, ils sont un peu difficiles à soit à gérer ou à travailler avec. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'est-ce que tu as à offrir en tant que personne, en tant qu'humain. Et je trouve que c'est beaucoup plus important que ce qu'on a en tant que certification. Donc, je dirais juste continuer ou quand vous avez des entrevues, que vous rencontrez des gens sur LinkedIn et vous parlez avec eux, essayez de démontrer votre caractère, démontrer que vous êtes une personne facile, une personne qui est joyeuse, etc. Parce que ça aide vraiment beaucoup plus qu'une certification. Merci. Donc, en parlant de rencontrer des gens en personne, on a une question ici. Donc, je vais juste de bouger un petit peu. OK. Quand nous rencontrons des gens, par exemple, dans des événements, comme des opportunités de réseautage, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est approprié de créer une connexion LinkedIn avec eux si ça n'a pas été discuté en personne? Mon opinion, c'est toujours approprié. Donc, je vais être en rencontre et quelqu'un va mentionner le nom de quelqu'un. Je vais immédiatement aller sur LinkedIn et je vais les ajouter, même si je les ai jamais rencontrés. J'adore quand des gens m'envoient des demandes. Encore pour moi, à cause, je suis certaine, Liz puis Kevin, c'est pareil.
je reçois beaucoup de demandes. Donc, pour moi, si c'est vraiment clair, OK, vous travaillez pour le gouvernement, voici votre rôle, je vais automatiquement vous ajouter. Si c'est plus difficile à identifier, il y a une bonne chance que je me connecte pas avec vous aussi rapidement. Mais si quelqu'un me demande, Are you on LinkedIn? Can I add you? Je vais toujours dire oui. Une autre question, je vais te laisser ici, Mélanie, parce que j'ai une autre question qui ça un petit peu comme ça. Donc, dans le passé, on nous a conseillé d'accepter toutes les demandes de connexion de fonctionnaires fédéraux parce qu'on ne savait jamais si ça pourrait ouvrir les portes. Mais cependant, ne faudrait-il pas être un petit peu plus sélectif et stratégique? Donc, comment est-ce que vous gérez vos connexions pour un réseautage efficace si vous avez comme 500 connexions ou plus? Je peux définitivement répondre. Puis ça revient à une des diapos qui mentionnait réfléchissez à pourquoi vous voulez vous retrouver sur LinkedIn ou sur Twitter ou X ou whatever. Pour moi, personnellement, une des choses qui était vraiment importante pour moi, puis j'apporte ça n'importe où, puis c'est pour ça que je travaille aussi comme enseignante avec la fonction, l'école de la fonction publique, c'est que je cherche à avoir une influence sur le gros du gouvernement fédéral en ce qui concerne des façons modernes de travailler ou l'adoption du numérique. Donc, pour moi, le nombre de connexions me permet de partager ou d'influencer une plus grande population. Moi, je le vois comme ça. Euh, N'importe qui dans le fédéral, je vais accepter ou que je crée des limites, time out. C'est quand il y a des gens qui ont vraiment pas rapport au domaine dans lequel je travaille. Leur profil est vraiment pas clair. C'est clair que c'est peut-être du spam ou quelqu'un qui cherche à me vendre quelque chose. Donc là, je vais être vraiment sélective, mais ma zone confort et qu'est-ce que je cherche à faire, pour moi, le nombre de, de fonctionnaires qui m'envoient une demande, je vais toujours accepter. Donc, vous avez entendu, vous allez sur votre profil LinkedIn et vous pouvez ajouter une Melanie Copeland aujourd'hui. Elle va vous ajouter. J'ai une approche très similaire à Mélanie. Si quelqu'un m'ajoute et travaille pour la fonction publique, je vais généralement accepter. Mais là, je suis rendu dans un stade où est-ce que c'est devenu un peu too much. Comme beaucoup de connexions que si je voyais la personne en personne, je ne serais pas capable de la reconnaître. Donc, j'essaie un peu de changer ma perspective pour m'assurer que comme il y a une connexion ou bien que si je rencontre la personne en vrai, je pourrais au moins savoir c'est qui parce que là, c'est rendu à un point un peu où est-ce que c'est trop. Mais ce que je dirais aussi, c'est que n'oubliez pas, je trouve que le problème que j'ai avec quelques approches que les gens prennent avec LinkedIn, c'est qu'ils veulent juste recevoir, recevoir, recevoir. Donc, une personne va juste écrire aux gens qui leur intéressent. Mais il faut aussi se rappeler que vous êtes tous des fonctionnaires et il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans la fonction publique, qui apprécieraient aussi vos commentaires, vos expériences, etc. Donc, je dirais que oui, c'est important de demander, de connecter avec des gens qui vous intéressent, mais aussi de vous mettre dans des situations où est-ce que vous pouvez partager vos expériences et puis aider les autres qui sont aussi intéressés. C'est comme un peu un prend et un donner, tu vois, une expérience partagée, je dirais. Donc, essayez de vous rappeler de ça. C'est un petit conseil que j'ai à vous laisser avec. Merci, Kevin. On est presque à la fin, donc je vais poser une dernière question. C'est une question un petit peu complexe, mais quelqu'un demande, est-ce qu'il y a un avantage réel à utiliser LinkedIn Premium? Est-ce que ça vaut le coup? Et aussi dans la publicité, il mentionne utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans la création de votre profil. Donc, est-ce que vous savez qu'est-ce que cela en consiste? Est-ce que c'est efficace? Quelle est votre opinion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre profil LinkedIn? Je peux commencer la discussion. Moi, j'utilise pas LinkedIn Premium.
Je trouve pas le besoin en ce moment. Je suis parfaitement contente avec la version gratuite. Je paye assez d'autres abonnements que je vais me limiter un petit peu. Euh, L'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a des gens tu sais, que ça leur dérange, que c'est peut-être pas transparent, qui ont appliqué de l'intelligence artificielle pour peut-être reformuler qu'est-ce qui est sur leur profil ou même de créer une image générée par l'intelligence artificielle. J'ai une collègue ici qui n'avait pas les fonds nécessairement pour avoir un photoshoot comme j'ai fait. Donc, elle a utilisé une application qui a appliqué de l'intelligence artificielle pour lui donner une belle photo. Puis, honnêtement, c'est vraiment beau. En autant que ça te ressemble, je dirais ça, c'est numéro un. Deuxièmement, en autant que tu continues à dire la vérité. Moi, j'utilise GenAI à chaque jour. Je l'utilise pour réviser certains courriels, pour faire de la recherche, etc. En autant qu'à la fin de la journée, c'est quand même mes idées. J'ai quand même eu la chance de réviser que ça sonnait comme moi. Et si tu listes tes emplois précédents sur LinkedIn, c'est bon de vérifier que c'est encore la vérité et que c'est pas un peu trop exagéré. Donc, je dirais que ça serait les seules limites que je suggérais. Mais je ne sais pas si Liz, Kevin, vous avez des idées. Pour moi, c'est similaire. Mon profil est vraiment simple, alors j'utilise pas la version premium. À mon avis, c'est plus utile pour ceux et celles qui veulent trouver comme un emploi dans le secteur privé. Comme tout le monde ici travaille au gouvernement, alors je ne sais pas si c'est aussi utile parce que la majorité de nos emplois sont sur le site web Emploi GC. Alors, je sais que la version premium vous donne accès à différentes choses, incluant les opportunités d'emploi euh, dans une autre façon. Alors, pour moi, je ne le trouve pas aussi utile. Euh, et comme Mélanie a mentionné, avec le AI, c'est important, comme c'est drôle que vous avez mentionné la photo parce que moi, j'ai utilisé quelque chose AI pour changer ma photo. J'ai utilisé un sheet pour mon arrière-plan. Puis vous pouvez, c'était très euh, obvious que c'était pas comme un arrière-plan professionnel. Alors, j'ai utilisé le AI pour modifier l'arrière-plan, mais ça, c'est la seule chose que moi, j'ai fait personnellement. Alors, c'est bien de faire sûr que c'est quand même toi. J'utilise, comme je me rappelle pas la dernière fois que je l'ai utilisé comme ChatGPT ou quelque chose comme ça, pour créer comme un profil nécessairement. Euh, mais des fois, avec ces programmes, parce que c'est basé sur l'information des autres personnes sur l'Internet, des fois, si vous leur demandez des questions communes reliées au travail, c'est pas nécessairement unique à vous. Si quelqu'un comme, oh, fais-moi un profil pour quelqu'un qui travaille en politique, ça va être pas mal similaire à quelqu'un qui a demandé la même question. Alors, ça peut vous aider, bien sûr, mais c'est aussi très important, comme mentionné, euh, d'être la vérité. Et des fois, on peut trouver quelque chose de plus unique à propos de nous-mêmes qu'un programme comme ChatGPT. Juste pour ajouter, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit et Liz spécifiquement avec ton point d'être unique parce que quand vous devez prendre le temps pour réfléchir et rédiger, OK, qu'est-ce que je fais dans mon rôle actuel au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle. En fait, ça vous aide dans plusieurs différents domaines au gouvernement. Donc, si vous avez effectivement à faire une entrevue pour le processus, vous avez dû réfléchir, de penser à ce que vous avez fait et de penser à ce que vous avez réussi à travers de l'exercice d'avoir rédigé quelque chose sur LinkedIn, par exemple. Ça vous aide un peu dans d'autres processus. Donc, pour moi, j'évite entièrement à toucher l'intelligence artificielle parce que je trouve que ça crée un peu moins de
de connaissances ou des outils pour toi dans ta carrière pour le futur, spécialement avec des entrevues, etc. Merci à vous trois. Vous êtes tous des mines de connaissances. Je sais que pour moi, j'en ai appris beaucoup. J'espère que vous autres aussi. Et que moi, je ne vais pas manquer de regarder cet enregistrement sur la page YouTube du Réseau fédéral des jeunes, où vous autres pouvez aussi écouter la série de balado la prochaine fois que vous avez des questions sur ce sujet. Vous pouvez aussi consulter la page de ressources du wiki du Carrière de Bootcamp de 2025. Donc, vous allez retrouver les présentations, les liens, vous allez tout retrouver sur la page. Avant que nous finissons, j'ai une petite dernière question de sondage à vous demander. Encore une fois, les résultats de ce sondage vont pas être communiqués, mais on vous demande si cette question a été un usage judicieux de votre temps, oui ou non, ou si vous ne savez pas. À part de ça, merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. En plus de cette séance, cet après-midi, il y a une discussion de la manière de maîtriser les conversations difficiles. Cette séance aura lieu à 14h30 à l'heure de l'Est. Et comme on vous avait dit, les ressources seront disponibles sur la page Wiki et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur la page YouTube. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Merci beaucoup à Mélanie, à Liz et à Kevin. J'espère que vous avez tous appris quelque chose aujourd'hui et que vous allez ajouter quelques personnes à votre réseau de LinkedIn. Donc, merci tout le monde.